merci Bonjour. d'être venu au Palais de la Découverte, assister à cet exposé. Vous êtes chercheur en robotique de longue date, donc vous avez travaillé sur des domaines très variés, notamment sur la perception de l'environnement, le déplacement, la localisation. Et à ce propos, c'est ce que je montre un petit peu dans l'exposé avec l'interaction avec Nao et le terme que je n'ai pas prononcé dans cet exposé, mais dont vous pourriez peut-être nous parler un petit peu plus, c'est le terme de SLAM. Alors qu'est-ce que c'est le SLAM? Alors, SLAM, en fait, c'est un acronyme. En anglais, ça signifie Simultaneous Localization and Mapping. En français, ce serait localisation et cartographie simultanée. Alors, en fait, c'est un très vieux problème qui est apparu en robotique au début des années 80, quand on commençait à faire bouger des robots dans des environnements. Et puis on s'apercevait que eh bien, ces environnements, quand ils étaient inconnus, évidemment, il fallait les percevoir, les représenter, et puis construire une carte, et ensuite planifier le mouvement pour faire déplacer le robot, comme vous avez montré pendant l'exposé avec les graphes, les cartes. Et quand le robot se mettait à se déplacer, eh bien, elle se déplaçait, et puis au bout d'un certain temps, hop, immanquablement, il allait rentrer dans un obstacle, alors qu'il l'avait bien cartographié. C'est pas qu'il ne l'avait pas vu. Et on se demandait qu'est-ce qui se passait. Et en réalité, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et la robotique, c'est beaucoup traiter les incertitudes du monde, les incertitudes de la perception. Et pourquoi alors il y a un problème particulier? Parce que quand on se déplace, eh bien, il y a des petits glissements, il y a des petits dérapages. Et parce que quand on perçoit, on mesure des distances, on localise des objets, mais avec aussi une incertitude. Donc la combinaison de ces incertitudes posait problème. Et la difficulté, c'est qu'en réalité, pour se localiser, le robot va utiliser ce qu'il perçoit. Donc, il va utiliser sa perception, les obstacles, les objets qui sont autour de lui. Et cette localisation, elle est incrémentale, parce qu'il ne perçoit pas tout en même temps. Donc, il se déplace, il perçoit, il se localise, et ça provoque une accumulation de ces erreurs. Pour se localiser, il a besoin de percevoir, et pour construire la carte, il a besoin de connaître aussi sa propre localisation. Quand on essaye de traiter l'un des problèmes, c'est-à-dire la localisation, on a besoin en fait d'une carte, et quand on essaye de traiter l'autre problème, c'est-à-dire construire une carte, on a en réalité besoin de sa localisation. Il est impossible de traiter l'un sans l'autre, et donc il faut traiter les deux en même temps. D'où localisation et cartographie simultanée. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'était un problème nouveau en robotique, mais ce n'est pas un problème nouveau en réalité pour les êtres humains, parce que si vous avez observé les vieilles cartes, celles qui ont été construites, qui élaborées, dessinées autour du XIVe, XVe siècle, vous voyez des déformations, une carte de France de l'époque, et la France est complètement déformée. On essaie de construire des cartes du monde, parce qu'on découvrait aussi les nouvelles contrées. Et tout ça, c'était complètement déformé. Pourquoi est-ce que c'était déformé? Parce que, en fait, on avait le même problème. C'est-à-dire qu'on essaye d'élaborer une carte. Sur la base de quoi? Sur la base de la position de l'observateur, de celui qui mesure son déplacement. Et tout ça, c'était très imprécis. Mais ces imprécisions se cumulaient et on construisait des cartes complètement déformées. Donc, en fait, c'était le même problème, sauf qu'on ne disposait pas à l'époque des mathématiques nécessaires pour traiter ça. Et aujourd'hui, donc, évidemment, Nao et n'importe quel robot qui se déplace dans un environnement a besoin d'utiliser ces techniques de cartographie et localisation simultanée, qui s'appuient sur le traitement des incertitudes d'une manière cohérente. Quand on a un navire et qu'on veut cartographier les côtes, pour peu qu'il y ait un peu de courant et qu'on est dérivé de quelques lieux, forcément, on se retrouve à faire une carte fausse et encore plus fausse et encore plus fausse. Alors c'est un problème ennuyeux déjà quand on fait une carte, mais alors quand on parle aujourd'hui de véhicules autonomes, de voitures qui roulent et qui doivent circuler les unes au milieu des autres, ça paraît encore plus préoccupant. Alors là, effectivement, là vous pointez un problème qui est très intéressant, parce que quand on
regarde les voitures à conduite automatisée, on dit autonome, enfin en réalité c'est à conduite automatisée, il y a, eh bien on sait faire, en réalité on sait faire depuis quelque temps déjà, ces voitures qui conduisent d'elles-mêmes donc sur une route, une autoroute, encore mieux, plus facile. Mais on n'en a pas encore vu véritablement avec les mêmes performances dans les centres-villes. Pourtant, ils ont les mêmes capacités de perception. Pourtant, ils ont les mêmes capacités de déplacement. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que le centre-ville est bien plus complexe. Il est bien plus complexe que l'autoroute où toutes les voitures se dirigent dans la même direction, avec des vitesses qui sont relativement comparables, où on peut même dépasser, parce qu'on peut détecter, on peut visualiser la position de la voiture précédente, les voitures qui arrivent sur le côté. En ville, il y a des vélos, des piétons, d'autres voitures qui viennent de tous les côtés. Il y a donc une complexité de l'environnement qui est bien plus grande. Et cette complexité, on ne sait pas la gérer aujourd'hui. On ne sait pas la gérer correctement, c'est-à-dire on ne sait pas anticiper correctement, comme vous avez montré à un moment donné, le robot qui se déplace pour trouver des comportements socialement acceptables en estimant le déplacement des êtres humains. Eh bien, une voiture, en fait, il faut qu'elle fasse ça en permanence et qu'il ne faut pas qu'elle se trompe parce que les vitesses ne sont pas les mêmes. Et cette complexité, aujourd'hui, n'est pas bien gérée. Et n'est pas tellement bien gérée, d'autant plus qu'il y a une imprévisibilité plus importante sur le déplacement des différents autres agents. Et des règles simples comme celui du vol en essaim des oiseaux ne vont pas y suffire. Donc on ne sait pas encore faire, on ne sait pas maîtriser cela. Ça viendra. La difficulté actuellement est liée à cette complexité, à cette représentation, mais je pense que c'est quelque chose qui sera de plus en plus maîtrisé. Et si on veut changer un peu d'ordre de complexité, donc allons sur Mars. Donc, Curiosity. Comme notre robot Curiosity. Exactement, comme le robot Curiosity sur Mars. Alors là, c'est plus simple, il est tout seul, ce n'est pas le centre-ville. Mais ce qui est différent, c'est que le terrain est beaucoup plus accidenté, beaucoup plus complexe. Donc il faut qu'il représente son environnement, qu'il construise une carte qui est de nature différente. Qu'est-ce qui est traversable? Sur quoi je peux me déplacer? Qu'est-ce qui est un véritable obstacle? Qu'est-ce qui est plat? Donc là, c'est la carte de l'environnement qui devient plus complexe, et ça, on sait faire aujourd'hui. Mais on peut aussi se tromper, c'est-à-dire il y a des mêmes problèmes d'incertitude. Mais ce déplacement qui consiste à éviter des obstacles quand il faut, à franchir, grimper dessus quand c'est possible pour conserver l'énergie, eh bien, ça, c'est encore un autre degré de complexité qui est de nature différente que celui de la présence d'autres agents, d'autres voitures, comme dans le cas du centre-ville. Et bien sûr, des accidents peuvent arriver, des roues peuvent s'user, des terrains, parce que là, c'est le vrai terrain. Le terrain peut être difficile et finalement user la roue, c'est ce qui s'est passé avec Curiosity, et là, il faut revoir complètement la programmation qui consiste à ce moment-là à essayer d'utiliser moins la roue qui est usée, parce que sinon le déplacement va tout de suite être complètement biaisé. Donc vous voyez que quand le robot ne sait pas faire, ben, il faut refaire le programme. Oui. Quand on parle de véhicules autonomes, c'est-à-dire il se débrouille, mais il se débrouille dans le contexte de ce que les programmeurs et les développeurs avaient anticipé qu'ils pourraient affronter comme problème. Exactement, c'est pour ça que le mot autonome est un mot piège en fait, parce qu'on imagine qu'il est autonome au sens où nous le sommes, c'est-à-dire d'une part on décide de nos propres objectifs. L'autonomie, ça veut dire pouvoir faire des actions, pouvoir effectuer des tâches dans un environnement donné. Si on n'est pas dans... Si l'environnement, la complexité de l'environnement, sa variabilité dépasse justement ce que l'on sait faire, eh bien, on est en perte d'autonomie. En fait, finalement, l'autonomie, ça signifie qu'on peut exécuter ou mettre en œuvre de manière relativement automatique des programmes, des algorithmes qui ont été élaborés et qui ont leurs limites. Et quand ces limites sont franchies, eh bien l'autonomie
n'est plus possible. Et au lieu de la robotique, c'est un problème qui se retrouve de manière générale en intelligence artificielle, lorsqu'on essaie de faire que ce soit de la reconnaissance d'image, du traitement, du classement d'informations. Ah ben oui, en fait, bon, la frontière entre la robotique et l'intelligence artificielle, elle est très, très fine. Moi, ce que je dis, c'est qu'un robot, c'est pas juste une machine qui réagit à la lumière, comme par exemple Electric Comme Dog. notre Electric Dog. C'est une machine qui doit avoir des capacités, certes de réaction, mais aussi d'anticipation, préparer l'action future, planifier, raisonner, donc, et ça c'est de l'intelligence artificielle. La perception, le traitement d'image, c'est du traitement d'image, mais comprendre ce qu'il y a dans l'image, là aussi le mot comprendre, interpréter ce qu'il y a dans l'image, qui se fait aujourd'hui surtout par des mécanismes d'apprentissage, et vous avez parlé de deep learning, d'apprentissage profond, donc ça c'est des techniques les plus performantes qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle. Évidemment, elles sont sur le robot, d'ailleurs comme on l'a vu. Donc il n'y a pas de frontière entre véritablement la robotique et l'intelligence artificielle. Un robot intelligent, c'est un robot qui utilise des techniques qui sont élaborées dans le domaine de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, à la naissance de l'intelligence artificielle, la problématique de la robotique était incluse, bien qu'on ait négligé en quelque sorte l'interaction physique avec l'environnement, évidemment, qui là est un problème effectivement plus matériel du robot. Dans les domaines de l'intelligence artificielle, le système ne tombe pas comme Nao est tombé, parce qu'il a affaire à la physique, à la gravité, et ça, il faut le maîtriser effectivement en robotique. Mais comprendre ce qu'il y a sur une image, c'est extrêmement complexe. Et ce n'est pas uniquement traiter une image. Ce n'est pas uniquement apprendre à partir de nombreuses images similaires. Parce que ce qui est absent de l'image, c'est le contexte. Où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe autour et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Tout ça, ça nous sert, nous, êtres humains, à comprendre, à vraiment comprendre ce qui se passe, ce qui se déroule. Il y en a eu un exemple très critique, justement, dans le domaine de la conduite automatique, où un des rares accidents mortels qui avait eu lieu parce que la machine avait correctement identifié un cycliste, puis un piéton, puis un cycliste, puis un piéton, puis un cycliste, et n'a pas réussi à décider à quoi elle avait affaire, et du coup, a réagi trop tard au freinage. Exactement, et en plus, ça c'est un problème de perception et d'interprétation qui provoque des actions qui ne sont pas forcément des actions qu'on aurait attendues dans les circonstances en question. Et c'est aussi dû au fait que le contexte de cet accident, donc effectivement dont une femme a été victime, n'était pas bien compris, pas bien programmé aussi non plus par les concepteurs. Cette question de comprendre son environnement est une question vraiment fondamentale. Tiens, elle est vraiment fondamentale quand l'environnement n'est pas juste quelque chose de statique ou de dynamique dans lequel le robot se déplace, mais quand il interagit avec d'autres. Par exemple, là, on est en train de discuter. En discutant, on peut aussi se passer des objets, le cas échéant. Donc, il faut raisonner sur l'autre. L'interaction entre un robot et un être humain, elle est semblable au problème de l'interaction entre deux êtres humains, mais deux êtres humains se connaissent bien, ils ont un modèle l'un de l'autre, en quelque sorte. Je sais que vous êtes un être humain, donc vous avez un certain champ de vue, vous avez une certaine zone devant vous, vous pouvez prendre des objets, etc. Voilà, si je veux vous tendre un objet, une bouteille d'eau, je vais le mettre devant vous, je ne vais pas le mettre à côté. Mais je sais aussi anticiper la manière dont vous allez penser. On a ce qu'on appelle une théorie de l'esprit. Une théorie de l'esprit, c'est, comme disent les anglo-saxons, c'est que je me mets dans vos chaussures. Je vois le monde de là où vous êtes. Donc, et à travers ça, je me perçois moi-même, à travers vous. Donc, je sais ce que vous savez de moi. C'est pour ça que je me mets à penser à votre place. Et à ce moment-là, quand je vais interagir,
eh bien, je vais interagir d'une manière qui est beaucoup plus appropriée, beaucoup plus adaptée, parce que je comprends ce que vous pensez, ou j'anticipe ce que vous pensez. Et je peux contrôler aussi que vous êtes bien là, en train d'interagir avec moi, avec les différents signaux sociaux que vous émettez, c'est-à-dire, par exemple, le regard, l'attitude, etc., qu'on interprète tout à fait naturellement, et que les robots doivent apprendre. Donc, ce qu'il nous faudrait, ça serait réussir à programmer de l'empathie dans les robots. Alors, au sens comprendre et se mettre à la place d'autrui. Oui, l'empathie, c'est ça, enfin, avec, par exemple, la capacité de se mettre à la place de l'autre, ça fait partie de l'empathie, mais ce n'est pas l'empathie émotionnelle, si je puis dire. Oui. Hein, c'est au sens où on peut effectivement comprendre les émotions de l'autre, parce que ça nous amène à parler des émotions. Parce qu'il y a beaucoup de travaux aussi sur ce qu'on appelle la robotique affective ou le calcul affectif. Comprendre les émotions à travers les expressions du visage, par exemple. Eh bien, oui, on peut interpréter, on peut apprendre, faire apprendre au robot à travers les expressions du visage si on est plutôt gai ou plutôt en colère ou plutôt surpris. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement la gaieté, la colère, la surprise pour les êtres humains? Ça, le robot ne va pas le comprendre, évidemment. Et encore moins si le robot doit... on le programme pour faire semblant d'exprimer des émotions. Par exemple, Nao pourrait vous dire oui. « Ah, je suis content de vous voir. » Ben, en fait, en réalité, il n'est pas content. Nous, on est content. Il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est parce qu'on l'a programmé de telle façon à ce qu'il exprime ces mots qui, pour nous, ont un sens. Pour lui, ils n'en ont pas. Donc, il pourrait tout aussi bien dire, avec la même expression de joie, tout à fait le contraire. Je suis très mécontent. Non, il pourra dire « Ah, je suis très mécontent de vous voir. » Non, parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Mais on l'a programmé, bien sûr, comme il faut. Ce qui est le cas dans tout cet exposé. Hein. Lorsque Nao me répond, bien sûr, oh, qu'il est tombé par accident, qu'il est content de s'être relevé, qu'il est joyeux, bah, il a l'habitude, il est programmé pour faire ça, mais c'est simplement le mouvement qu'il est programmé pour faire. Bon, on l'a vu 10 fois. Je dis ça parce que je joue un petit peu le jeu dans l'exposé, hein, bien sûr, de parler à Nao comme s'il comprenait ce que je disais, comme si je voulais le rassurer un petit peu lorsqu'il hésite ou autre. Mais bon, c'est vrai qu'avec l'expérience, on se rend bien compte que je prononce la phrase, le système de reconnaissance vocale entre en jeu. S'il reconnaît la phrase, alors Nao répond. Sinon, alors Nao hoche la tête en silence, comme on l'a vu le faire un certain nombre de fois pendant l'exposé. Alors, c'est vrai, effectivement... et c'est là que on voit bien justement les limites, parce que là, le robot ne peut que suivre ce qu'il a perçu, ce qu'il n'a pas perçu. Eh bien, il y a un programme de base qui dit tu hoches la tête, et puis voilà. Donc, mais ça montre autre chose. Ça montre que nous, les êtres humains, on a toujours tendance, et vous le faites de manière tout à fait naturelle, c'est-à-dire vous ne le faites pas exprès, on a tendance à projeter finalement la vie sur ce qui n'est pas vivant. Je vois quelque chose bouger, naturellement, je pense qu'il y a une intention derrière. Et le robot, on va souvent aussi le traiter comme s'il avait une intention qu'il n'a pas nécessairement. On fait ça tout à fait naturellement, c'est quelque chose qui vient de notre évolution, et c'est à la fois utile quand on interagit, mais il faut faire bien attention justement quand on parle de ces objets que sont les machines, les robots, aussi performants qu'ils soient, de ne pas s'auto-piéger par notre à la fois langage, parce qu'on parle d'eux comme s'ils étaient des êtres vivants, voire des humains, et non plus s'auto-piéger par cette projection qu'on fait sur cette vision un peu naturaliste qui consiste à dire si l'objet fait une action, c'est qu'il avait l'intention qui est derrière et que moi, être humain, j'aurais eu. Alors que non. Et c'est pareil pour les émotions d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on a
tendance, parce que Nao est très joli. Et a une forme humanoïde, et ressemble à un jeune humain. Il ressemble à un jeune humain. Donc, très naturellement, on va se laisser aller vers, finalement, cette un peu attitude qu'on a avec un enfant. Eh ben, merci, Jacques Attila. Merci à vous et bravo pour tout ce que vous faites, parce que je pense que c'est vraiment fantastique de pouvoir expliquer la science clairement, clairement et avec la vérité scientifique c'est extrêmement exigeant. Je crois que c'est un devoir, c'est quelque chose d'indispensable, un devoir de la société envers les jeunes générations. Et je pense que, de manière générale, on n'y met pas assez, malheureusement, de soutien, on n'y met pas assez d'efforts financiers, alors que l'éducation des jeunes générations, d'une manière à les faire prendre conscience de la vérité scientifique, alors qu'on est dans une époque où les opinions deviennent des vérités, et alors que les faits scientifiques sont des faits établis, eh bien ça c'est une mission de première importance, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de science, il s'agit de former aussi l'esprit critique, il s'agit de former les citoyens qui vont réfléchir, agir sur la base de la vérité. C'est l'ambition d'un lieu comme le Palais de la Découverte, et particulièrement en informatique, d'expliquer effectivement comment il n'y a pas de magie. Les choses fonctionnent parce qu'elles ont été conçues ainsi, et on peut les comprendre. Et il ne faut pas toujours prêter les intentions aux machines. Absolument, et c'est une vocation absolument fondamentale, et je dirais indispensable.